Interpeller le ministre de la Santé, vous êtes député LFI, vous avez choisi deux thèmes. Tout à l'heure, on vous parlerait de relocalisation des médicaments en France, c'est très important. Mais d'abord, bon, le Ségur 1, faut-il un Ségur 2, c'est ça, votre préoccupation? De toute évidence, mais j'aimerais commencer juste par une citation. La saturation des urgences entraîne une vraie augmentation des complications et de la mortalité, et pas aux urgences uniquement. Vous savez de qui elle est cette citation ? Peut-être de moi, parce qu'il y a déjà une étude dans ce sens, et sinon elle est reprise parce qu'une étude française, multicentrique, est sortie il y a un mois, qui montre cette morbimortalité. C'était d'ailleurs la suite d'études internationales, américaines et canadiennes, qui ont montré la même chose. En effet, la vôtre, à l'époque, vous aviez mis en place un no-bed challenge pour mesurer... Un no-bed challenge. Donc en fait, c'était un no-bed challenge quand Monsieur le ministre était président du syndicat SAMU Urgence de France pour savoir où est-ce qu'on manquait de lits, où est-ce que là où il y avait des gens qui s'entassaient. C'est pas tout à fait ça. Mais la question aujourd'hui, c'est que à l'époque vous étiez donc syndicaliste et vous mettiez ça en avant. Aujourd'hui, vous êtes ministre. Il y a des centaines, des dizaines, des centaines de services où justement on a une saturation des urgences. Des fois les urgences sont fermées. Tout à l'heure je vous entendais dire que les urgences n'étaient pas fermées. Honnêtement ce n'est pas vrai. Ce matin encore j'avais des urgentistes qui m'expliquaient que cet été ils allaient fermer un service pendant 10 jours. Dites-moi où, parce que là... Je pourrais largement vous le donner. En Dordogne, il y a les urgences qui sont fermées la nuit, par exemple. On pourrait citer aussi à Rouen où il y a des difficultés sur certains services. On pourrait citer, je crois que c'est l'hôpital. Attendez, mais si vous voulez que je vous des exemples, je vous en donne un sacré paquet. Je peux vous donner un sacré paquet d'exemples de services qui sont fermés. Attendez, je vais vous retrouver ça. Je pense qu'il y a une différence, et j'ai expliqué tout à l'heure, entre fermeture et accès régulé. C'est pas du tout la même chose. Alors attendez. Alors, sur les exemples, les urgences de l'hôpital de Saint-Flour ferment plusieurs nuits. Les urgences de Fontenay-le-Comte ferment plusieurs nuits. Les urgences du centre hospitalier de Centre-Bretagne ferment plusieurs nuits. Les urgences de Brioude ferment plusieurs nuits. La maternité de Péronne, ça c'est la maternité qui ferme ses portes ce mois. Les urgences de Sarlat qui ont fermé plusieurs jours et plusieurs nuits. Donc qui étaient en accès régulé. Montaigu-Vendée ferme plusieurs nuits. On a les urgences de Luçon qui ferment plusieurs nuits. On a les urgences de Lannion qui ferment plusieurs nuits. On a les urgences de Saint-Nazaire qui vont fermer plusieurs nuits cet été. Cette liste au ministre, en vérité, aujourd'hui, il y a Monsieur le ministre. Volontiers, mais déjà dans quelques exemples que vous avez cités, ce sont des urgences qui sont en accès régulé. Je pourrais vous la donner. Aujourd'hui, on a des services qui sont saturés. Moi encore ce matin, j'avais un urgentiste qui m'expliquait que quand il a pris son service, donc il y a 2 jours, il avait 45 personnes qui étaient dans les urgences. Et donc c'était pas de la bobologie, c'est des gens qui étaient dans les urgences parce qu'il fallait les garder en observation. Il y en avait 12 qui étaient là depuis plus de 24 heures et dont certains qui étaient là même depuis 4 jours. Aujourd'hui, moi, ce qui m'attriste, c'est qu'en vérité, vous étiez... 4 jours d'attente aux urgences sans être pris en charge? Non, ils étaient pris en charge. C'était dans les urgences parce qu'il n'y avait pas de lit d'aval, il n'y avait pas d'endroit aussi des lits d'hospitalisation où les envoyer. Et il y a des lits d'hospitalisation qui étaient aussi fermés, notamment dans certains services. Aujourd'hui, on voit ça. Moi, je vois vous qui étiez syndicaliste, et je me demande comment ça ne peut pas vous alerter. J'ai le sentiment de plus en plus. Attendez, qui vous dit que j'ai le sentiment. Quand je vous entends, vous dites je suis serein pour cet été. Pourtant, quand on parle à tous les médecins, personne n'est serein pour cet été. Alors, on ne parle pas forcément au même, mais simplement sur ce point. Attendez, juste une question. C'est que aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est en train de s'habituer à tout ça. On est en train de s'habituer à un moment où les gens peuvent attendre dans les urgences. Question, c'est quoi? Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'il vous faudra? Quand on voit des médecins, ils nous disent, si vous voyez Monsieur le Ministre, dites-lui qu'est-ce qu'il faudra. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que vous preniez enfin l'ampleur de la situation? Alors la réponse... Juste un tout dernier mot. Il y a un moment, il faut que ce soit un dialogue. Donc, il y a quand même eu des décès sur des brancards, Monsieur le Ministre. Il y a quand même eu des décès. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous avertir? Est-ce qu'il nous ferait pas un plan Marshall pour l'hôpital? Je pourrais m'amuser à vous retourner la question, puisque vous êtes membre d'un groupe politique, et j'attends d'avoir des propositions concrètes pour savoir ce qu'il faut faire. Moi, ce que fait le gouvernement, on fait des choses. Déjà, on évite la saturation des urgences en régulant l'entrée des urgences pour que n'aillent aux urgences que les gens qui ont vraiment besoin des urgences. Pour justement éviter cette saturation, pour éviter cette morbimortalité accélérée dont vous parliez. Ensuite, on fait quoi? Et je l'ai fait, j'ai signé il y a un peu plus d'une semaine. On gère les lits non plus à l'échelle du seul établissement qui a son service d'urgence, mais à l'échelle de tous les établissements du secteur. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid. C'est ce qui nous a permis partout, et j'étais sur le terrain, je sais, je l'ai fait, c'est ce qui nous a permis de tenir pendant le Covid. Et on fait pareil maintenant. On responsabilise cette prise en charge des patients urgents, non programmés, sur l'ensemble d'un territoire et plus seulement sur un établissement. Eh bien ça permet déjà d'améliorer les choses. Et c'est fait très largement en région PACA, avec une gestion qui est un peu plus large de l'ensemble des lits disponibles. Donc oui, il y a des solutions, oui, je mets en application des solutions. Maintenant, si la solution c'est de dire il faut rouvrir des lits, bien sûr,
Bien sûr, je ne demande que ça, mais pour ça, il faut des professionnels. C'est pas le tout d'avoir des lits, mettre des patients dans des lits s'il n'y a personne pour les surveiller. S'il y a personne pour les surveiller. Mais quel est le plan pour recruter les professionnels? Aujourd'hui, il y a 70% par exemple des infirmières, donc c'est une catégorie, qui dit qu'elles ne sont pas satisfaites par les mesures du gouvernement et que ça ne suffit pas. Et vous le savez que ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne pourra pas aller plus loin que le Ségur. Quand on regarde à l'échelle macroéconomique, ça ne suffit pas, peut-être. En tout cas, il y a eu des augmentations conséquentes par le Ségur. Il y a eu une augmentation encore récemment annoncée du point d'indice, donc il y a une amélioration des conditions. J'ai doublé les indemnités de nuit pour le personnel non médical. Nous rajoutons 6 000 infirmières qui sont formées. La formation d'infirmière est la formation qui est la plus demandée dans Parcoursup. C'est une formation qui est une vraie montée dans l'échelle sociale, puisque 50% des gens qui vont dans cette formation sont des gens qui font partie des... vocations parce Non, absolument pas. C'est la formation qui est la plus demandée. Il y avait des problèmes. Donc, d'accord. Oui, et vous savez vous-même qu'au bout de 3 ans, tout un tas d'infirmières abandonnent. D'ailleurs, vous l'avez dit. Même avant. Vous l'avez dit vous-même dans la formation. Et c'est ça la vraie problématique. Non, mais laissez-moi finir, parce que ça, c'est important. Vous dites, les gens abandonnent. Oui, il y en a 10% qui abandonnent la première année. Ça, c'est un véritable problème. Et on fait quoi pour ça? Je suis en train de réformer complètement la formation et le métier d'infirmière. Et ça, avec la satisfaction de tous les représentants des infirmières. Il faut changer ce métier qui n'a pas évolué depuis 2004. On ne fait plus l'exercice infirmier de la même façon. Les infirmières ont plus de responsabilités. Elles travaillent main dans la main avec les médecins et les autres professionnels. On développe les infirmières en pratique avancée. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se font pour les infirmières, mais vous savez comme moi que le système de santé ne se réforme pas en claquant des doigts, ni en 2 mois. Il faut du temps. Mais le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est surtout qu'on ne voit pas où est l'objectif. Monsieur Modec, quelle est votre proposition? Alors, qu'est-ce que vous voudriez? On a fait parvenir par ailleurs plusieurs propositions quand on avait fait un rapport qui s'appelait Allo Ségur, monsieur le ministre, donc ne dites pas que nous n'avons rien proposé. Il y a d'autres groupes, notamment avec la Fondation Jean Jaurès, qui ont fait des propositions. Seulement, aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait partir par exemple d'une augmentation des salaires drastique, non pas parce que c'est la seule chose qui est demandée, mais c'est attirer avec de l'attractivité avec ces salaires. Mais après, derrière, il faut aussi mettre certaines choses en place. Je pense que la question des ratios n'est pas évincée aussi facilement, d'avoir un certain nombre. Je ne l'ai jamais évincé. Il faut aussi poser cette question-là. Il y a la question de la pénibilité derrière à prendre en compte. Mais je pense honnêtement qu'avec les 183 € du Ségur, et on le voit bien que ça ne suffit pas, c'est que depuis le Ségur de la santé, il n'y a pas eu une croissance énorme de personnes qui viennent travailler à l'hôpital. C'est tout l'inverse. Mon sentiment, c'est qu'on ne va pas vers le mieux. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, des gens vous disent, on va aller vers le mieux pour l'hôpital? Personne n'est serein à part vous. Et c'est bien ça le problème. Mais non, vous voyez bien quand vous êtes interpellé. Oui, je le vois, parce que justement, je me déplace beaucoup et dans beaucoup d'endroits, y compris des endroits où ça ne va pas bien. Vous dites, les gens, il y a un problème d'attractivité à l'hôpital. Oui, mais bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Et quand je discute avec les personnels, ce n'est pas qu'un problème de salaire, c'est un problème de conditions de travail. C'est pour ça que là, je mène la réforme pour revenir à l'échelle du service, à une échelle humaine dans l'hôpital, et non pas ces grands pôles gigantesques où les gens ne se retrouvent plus. C'est pour ça que on diminue tout ce qui n'est pas de l'activité de soins, que ce soit en ville comme à l'hôpital d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. C'est pour ça que je réforme complètement ce métier d'infirmière, qui a d'autres objectifs maintenant, qui ne s'exerce plus de la même façon. Oui, il y a des choses à faire pour l'hôpital. Vous parliez des ratios. Je vais revenir sur cette notion de ratio. Pardon, mais là vous êtes entre vous là. C'est quoi les ratios? Les ratios, c'est maximum de malades. C'est dire quand il y a tant de patients, il faut tant d'infirmières. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le principe de ratio. Vous avez raison. Je dis qu'il faut le nombre de personnel en lien avec la charge en soins. Ça veut dire quoi? C'est une équivalence de ratio. Vous savez, je connais bien l'hôpital. J'y ai travaillé 38 ans, vous disiez. Vous pouvez avoir 2 services de médecine. Vous avez un service de médecine où le médecin a une orientation plutôt de maladies un peu rares ou de rhumatologie, par exemple, avec plutôt des patients jeunes et plutôt des durées de séjour courtes. Et vous avez le même service, éthique et médecine, avec des patients plutôt de 70 ans et des durées longues et des patients qui sont dépendants. Et bien, mettre un ratio identique pour tout ce qui s'appelle service de médecine, c'est une erreur. Par contre, dire qu'on évalue la charge en soins, et nous avons des outils d'évaluation de la charge en soins. Non, mais il est évident que c'est pas un ratio unique pour tous les services. Ça, c'est une évidence. Si vous voulez parler de la relocalisation des médicaments, c'est maintenant. Oui, mais juste d'un point. Sur les financements, moi j'ai du mal à croire aujourd'hui qu'on pourra faire mieux pour l'hôpital public avec moins d'argent. Aujourd'hui, la Fédération hospitalière de France dit qu'il leur manque entre 1,5 et 2 milliards d'euros, ne serait-ce que pour compenser l'inflation. On a Bruno Le Maire qui nous fait des menaces sur le fait qu'ils vont aujourd'hui sacrifier une partie du budget de la santé. Vous savez que c'est vrai, que le PLFSS n'est pas à la hauteur. Même, monsieur le ministre, on s'est même croisé à un moment donné, je vous ai dit le budget ça ne va pas, vous m'avez dit non, ça ne va pas. Aujourd'hui, vous le voyez bien qu'on manque de finances et c'est impossible de faire croire aux gens qu'on va faire mieux avec moins d'argent. Vous avez déjà évoqué cette question, mais on verra dans les discussions du PLFSS. On fera mieux avec moins. Mais j'ai pas dit qu'on ferait mieux avec moins. En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé, que si des économies il doit y avoir, ce sont des économies qui ont un sens en termes de santé publique. Et je donnais l'exemple de trop de prescriptions d'antibiotiques. Donc, en tout cas, moi, je ne ferai pas de coupe
sur l'hôpital aveugle financière. Ça, c'est d'un autre temps. Maintenant, nous sommes dans une logique où on met en avant la prévention, où on met en avant la réponse aux besoins de la population, et c'est dans ce sens-là que je vais. Sur la question des relocalisations ? Ben oui. Alors, enchaînons sur la question des relocalisations. Il reste 4 minutes. Il y a eu un rapport qui est sorti, vous l'avez sans doute vu, au Sénat. Aujourd'hui, 2 questions simples. Est-ce que la France doit produire une partie de ses médicaments ? Nous, on pense qu'il faut que la France produise une partie de ses médicaments, notamment ceux qui ont été en pénurie. Ça peut être le cas de l'amoxicilline, mais la France, au sens que l'État se prenne en charge cette dimension-là. Et l'autre point, c'est la conditionnalité des aides. Moi, je suis à la Commission des finances. Je vois que nous donnons des crédits d'impôt à tout va, notamment. Il y a le crédit d'impôt recherche, dont on pourrait parler, et à des groupes qui, des fois, suppriment la moitié de leurs effectifs de recherche. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut une conditionnalité des aides sur la relocalisation ? Parce qu'on a eu la liste, mais on a le sentiment qu'il n'y a rien de contraignant et qu'elle pourrait partir du jour au lendemain. Alors, il y a un enjeu majeur, et je vous rejoins, sur la lutte contre les pénuries, d'une façon très générale. C'est un enjeu qui n'est pas que français, vous le savez. C'est un enjeu qui, pour le coup, est international. C'était l'objet de la dernière discussion avec mes homologues européens il y a un mois et demi. C'était entièrement sur cette pénurie de médicaments. Dans les réponses à la pénurie de médicaments, il y a plusieurs éléments. Et d'ailleurs, c'est le plan pénurie que je porte avec la définition de cette liste de médicaments essentiels. Qui est flou d'après le Sénat. Qui est flou, d'après le Sénat. Écoutez, le plan de relocalisation est flou. J'ai été à la Commission des affaires sociales du Sénat, je leur ai expliqué la façon dont cette liste avait été faite, et ils sont tout à fait satisfaits de mon explication. C'est pas ce qu'ils ont écrit dans le rapport. Mais... Oui, mais le rapport est sorti le matin même. Et j'ai été reçu l'après-midi. Donc réécoutez-moi, au Sénat, vous aurez l'explication qui convient. Le président de la République s'est engagé, dans le cadre de France 2030, à relocaliser de la production de médicaments, 25 molécules qui vont être relocalisées en France. Il y a la relocalisation en France, il y a la relocalisation en Europe. Et d'ailleurs, la France soutient un projet belge, et on n'est pas les seuls à le soutenir, on a une vingtaine de pays déjà à le soutenir, sur la relocalisation, entre autres, de la relocalisation en Europe d'une certaine production de médicaments. Et en France, bien entendu. Mais vous parlez de l'amoxicilline. L'amoxicilline est produite en Europe. Mmh. Donc le problème de la pénurie que nous avons eue d'amoxicilline, il faut très bien doubler des productions. Il n'est pas lié uniquement à un problème de production. Il est lié aussi à un problème de mauvaise anticipation de la consommation et une explosion de la consommation en post-Covid. Ah ça c'est vrai que vous avez, je pense, mal anticipé pour le coup sur la question de la conditionnalité. Non, je peux pas vous laisser dire ça. C'est la vérité. C'est pas la France qui a mal anticipé. Ce sont les industriels qui ont prévu leur production sur les chiffres de l'année précédente. Et donc on était en plein Covid et on avait des masques et on avait moins d'infections. Eh bien justement, notamment sur la question des aides, sur la conditionnalité des aides. C'est le principe de cette liste des médicaments essentiels, d'avoir une cartographie de l'ensemble de la production, d'imposer aux industriels des contraintes. Il y en a déjà, vous le savez très bien, sur la liste des 3000 médicaments. On a des contraintes de stock qui vont de 1 mois à 3 mois en fonction des types de médicaments. Qui sont liées à une menace sur l'homologation ou l'autorisation de mise sur le marché ? Non, c'est des contraintes qui sont liées simplement au fait qu'on paye les médicaments pour qu'ils soient sur le marché français. Et sur la conditionnalité des aides ? Aujourd'hui, est-ce qu'une entreprise qui touche des aides, est-ce qu'elle pourra les toucher, mais ensuite tout de même supprimer des postes de chercheurs et délocaliser ? Sanofi, durant le Covid, a touché 200 millions d'euros. Une semaine après, ils ont supprimé 1000 postes. La question est-ce que ça, ce sera encore possible ? Ce sera la dernière réponse. Ça fait partie des choses à discuter, comme j'ai dit, il n'y a pas de tabou, et tout doit être mis sur la table pour que les Français n'aient plus cette pénurie de médicaments. Vous vous engagez à envisager ça ou pas ? Vous vous engagez à envisager cette solution je le redis, présentée par tout est sur la table. Il y a des discussions actuelles. Je vais pas faire les conclusions avant le groupe de travail qui a Donc été c'est impossible de dire si on donne de l'argent, ils doivent s'engager à respecter dans ce sujet précis des relations et du prix de médicaments avec les industriels. La Première ministre a mis en place un groupe de travail composé de Novartis, Ikuvia et que des anciens de l'industrie. Mais c'est pas parce qu'ils sont anciens de l'industrie qu'ils sont mauvais dans leur analyse. J'attends simplement leurs conclusions pour me positionner. Ils vont donner leurs conclusions et en fonction de leurs conclusions, je me positionnerai sur ce qui doit être fait. On attend de la part d'un groupe d'experts composé majoritairement de gens de l'industrie pharmaceutique de réguler l'industrie pharmaceutique. Non, vous ne pouvez pas dire ça. On m'a reproché sur la liste des 450 médicaments qu'on ne sait pas d'où viennent les professionnels. Il y a 400 professionnels qui viennent des sociétés savantes. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de... Donc toujours pas d'affirmation sur la régulation des aides. Pas de négation non plus. Donc ça veut dire qu'il n'y aura rien. Enfin, on connaît mais non, très bien le sujet. Veut dire simplement que... Attendez, on peut pas... Qu'on nous dit, moi je suis rapporteur de France 2030, je sais qu'on a l'habitude de prendre des décisions, mais on crée un groupe de travail de spécialistes, on leur demande un avis. La moindre des choses, c'est d'attendre leur avis. Bon, vous êtes déçu par la réponse. Il n'y a pas de réponse, c'est de la langue. Merci en tout cas, Monsieur Maudet, d'avoir été avec nous.